Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature spin-off enregistrée dimanche 11 février 2018. Le sujet de conversation aujourd'hui, c'est les dernières critiques romans et comics que nous avons lus avec mes comparses. Mes comparses, les voici, donc Loïc Bock. Et bonjour à tous. Et puis aujourd'hui, nous avons David Dupont qui nous rejoint, que certains connaissent. Bonjour David. Bonjour à tous. Alors d'habitude on était qu'en binôme et puis du coup là ça y est on fait un trouble, ça y est. Et puis on va discuter de tout ça et on espère que ce sera d'autant plus riche. Alors messieurs, avant qu'on se lance rapidement sur notre émission, est-ce que vous pourriez nous faire un petit WhatsApp ? Oui, alors moi ça fait un moment que j'étais pas disponible évidemment pour la sortie de Last Jedi qui m'a pas mal occupé et puis dû à une période faste au boulot. Donc je voudrais revenir donner un petit peu ma critique, peut-être aller à contre-courant de l'équipe de Star Wars en direct. Avant de donner ma critique, avant qu'on me saute pas dessus, je tiens à dire que je félicite Disney pour la prise de risque qui a été celle de laisser le film dans la vision du réalisateur. Je trouve que c'est vraiment couillu, je les félicite parce que s'ils avaient pas fait ça et qu'ils étaient intervenus sur le montage final comme Justice League ou d'autres films cette année, enfin l'année dernière, on serait tous, on leur aurait sauté à la gorge en disant qu'ils n'avaient pas respecté la vision du réalisateur et que c'était eux qui avaient charcuté le film. C'est pas le cas, donc voilà, vraiment, déjà, bravo Disney, félicitations. Évidemment, comme vous l'avez peut-être un peu compris, je ne fais pas partie du courant principal de Star Wars en direct et je vais me joindre à Raphaël en disant que ce film m'a vraiment déplu. C'est un film que j'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir savoir tout simplement si je l'aimais ou si je l'aimais pas. Il m'a fallu 4 jours pour le décider. J'avais une sale impression au premier visionnage du film quand, pendant le film, j'ai été un petit peu choqué par les messages méta qui sont un peu disséminés ci et là. Et puis, après le visionnage, en fait, j'ai relu, parce que je m'étais coupé d'internet, j'ai relu quelques articles, notamment Star Wars en direct, etc., ou Star Wars Universe, etc. Et je suis tombé sur quelqu'un qui disait qu'il avait été blessé pendant le film et tout, par ces messages méta, et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que j'avais ressenti, vraiment blessé. J'ai pas compris pourquoi on me faisait ça, alors que je suis fan de Star Wars depuis plus de 20 ans. Je pensais que nous autres fans de Star Wars qui n'avons pas aimé, méritions un meilleur traitement, etc. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, méta du fan de Star Wars. Quant au film en lui-même, j'ai trouvé que c'était un scénario vide et creux, que les personnages n'évoluent quasiment pas, hormis Poe Dameron, que la situation à la fin du film n'est pas tellement différente de celle du film d'avant, que ce film a été... que je comprends pas pourquoi on referme les portes qui sont ouvertes dans le film d'avant, ça me semble totalement improbable et pas très logique, que du coup je me pose beaucoup de questions sur la suite, que visuellement je l'ai pas trouvé fou, si ce n'est une ou deux scènes, et que... Alors, je dis souvent que j'aime les films Star Wars et que dedans il y a des scènes que je n'aime pas,
comme par exemple les scènes de cantina sur Tatooine, etc. C'est des scènes que j'aime pas. Là, ça sera l'exact opposé, c'est-à-dire que c'est un film que je n'aime pas, mais il y a des choses que j'aime, comme par exemple tout ce qui est autour de Luke et de la Force. Je trouve que c'était bien joué, que c'est bien amené, que c'était intéressant. Je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin, mais ça, c'est... voilà. Je suis pas déçu du film par rapport aux attentes que je m'étais faites, parce qu'il y a des choses qui m'ont surprise vraiment dans le film, comme Snoke, etc. Je m'y attendais pas, et je trouve que c'est... Même s'il y a des choses que je n'aime pas, je trouve que ce sont des surprises malgré tout, parce que effectivement, ça sort du schéma. Voilà, mais par contre c'est tout le reste, le scénario qui pour moi est vide et creux, des personnages on sait pas où ils vont, voilà, il y a plein de choses, il y a des choses qui sont pas logiques, mais je sais qu'il y en a dans tous les Star Wars, donc voilà, je peux comprendre qu'on ait aimé le film, mais je ne comprends pas comment on peut le défendre, vraiment, je me suis vraiment senti blessé. Donc voilà, ça c'était pour ma critique de Last Jedi, et puis c'est un peu la seule actu Star Wars que j'ai en ce moment, puisque pendant l'annonce Solo, machin, tout ça, un peu de littérature dont on va parler aujourd'hui. Et rapidement, ta hype sur Solo, elle est bonne ou pas? Ben, sans plus, c'est-à-dire qu'en fait c'est un film que j'attends pas, dont j'ai absolument rien à faire. J'ai été rassuré par le côté visuel, ça ressemble à Star Wars et il y a des petits plans qui sont sympas dans la bande-annonce, etc. Et l'ambiance semble correcte. Maintenant, j'ai pas de hype parce que, alors je le rappelle, mais peut-être que nos auditeurs commencent à le savoir, je n'aime pas Solo. C'est un personnage que je n'aime pas, j'ai jamais aimé, j'aime pas les 6 héros principaux de l'histoire. C'est des personnages qui m'ennuient profondément. Et donc du coup, avoir un film sur ce mec-là m'intéresse pas plus que ça. Par contre, si le film est réussi, eh ben, peut-être qu'ils vont réussir à me faire aimer le personnage, tout comme les films Marvel ont réussi à me faire aimer des concepts ou des personnages que je n'aimais pas à la base, comme les Gardiens de la Galaxie par exemple. Qu'on n'entendait rien. Dont on n'attendait rien, dont personnellement j'entendais encore moins que rien, puisque je n'étais pas intéressé par cette série de comics. Bon, bah, joli WhatsApp. David, tu nous fais le tien ? Oui, alors, donc moi au niveau Star Wars, depuis la sortie du film, je vais pas revenir dessus, je me suis un petit peu calmé sur la lecture. Les dernières lectures VO qui sont sorties étaient pas hyper patientes, mais ça vous allez le revoir avec les équipes du Québec. Je suis hypé depuis que j'ai vu la bande-annonce. Elle est hyper rythmée, et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et du coup j'étais inquiet, et maintenant je suis ouvert pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Donc ça c'est bien. Alors, tant qu'à aller sur le WhatsApp, moi mon dernier je l'ai fait dans la précédente émission que je vais vous citer avant. Bon bah j'ai donné plus ou moins mon opinion sur Solo, donc je suis un peu comme Loïc, même si j'ai un peu d'espoir. J'ai pas dit que j'avais pas d'espoir. Hein. Alors ok, alors je nuance alors avec un petit peu d'espoir. L'espoir dans Star Wars c'est important. J'ai plus ou moins le même positionnement que toi on va dire. Une remarque que je me suis fait en WhatsApp pour dériver un petit peu. Je me rappelle qu'à l'époque où les films de Harry Potter sortaient, j'avais un peu d'amertume parce que je me disais c'est dommage de faire autant de films alors que tout ce pognon-là il pourrait partir dans une suite à Star Wars. Bah à l'époque ça me frustrait un peu et là maintenant que les nouveaux Star Wars sont sortis, on a regardé à nouveau les Harry Potter avec les enfants et je les vois différemment. Tout simplement parce que je sais que on a quand même nos Star Wars, donc du coup je peux aller bouffer à notre atelier tout en appréciant différemment les choses. Et ça m'a fait apprécier Harry Potter d'une autre façon, quoi. Je suis plus rentré dedans, j'étais pas bloqué. Et je me rends compte que des fois on peut faire des petits blocages. Voilà, c'était juste une petite remarque que je m'étais fait. Je me dis tiens, je vais la glisser dans un WhatsApp. Et attention, Tom fait des infidélités à Star Wars. Voilà, c'est ça. On va pas dire qu'on a regardé du Star Trek récemment. Non. Ouais, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Discovery, là. Pourtant, j'ai mis de la bonne volonté aussi. Hein. Donc, maintenant qu'on a fait notre petite WhatsApp Politic Spoilers, nous pouvons parler de tout ce qui était fait dans les romans et que nous avons critiqués et comics qui ont déjà été critiqués, et y compris ceux-là. Évidemment, par contre, on ne parlera pas de toutes les informations, spoilers sur les films ou choses qui ne sont ni sorties ni présentées officiellement. Les plus récentes émissions, alors dernièrement, on a enregistré Star Wars en direct 145, dans laquelle nous avons parlé des dernières infos qui ont gravité autour de la sortie de la bande-annonce de Solo, y compris les jouets, les affiches, etc. Puis nous avons parlé également des séries télé et de la série de films qui allait être fait par les gars de Game of Thrones. Donc tout ça on en parle, en plus c'est en live, donc on a fait venir des auditeurs et du coup on a eu des échanges notamment avec Faye Fanel de Comics Discovery. Donc du coup on va commencer par remercier nos partenaires avant de passer en hyperespace: siteclan.net, mintinbox.net, starwarsolonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, makingstarwarsfrance.net, Génération Star Wars et science-fiction. Et tout de suite on passe en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, petite news en fait, avant qu'on attaque la critique de nos ouvrages. La première news, c'est 2 romans Pocket qui sont annoncés. Alors on a Throne qui va sortir donc bien au mois de février, donc ça a été confirmé. Et puis l'annulation de Ahsoka en PKJ. Donc ça, c'est les 2 petites infos qu'on a eues récemment. Et on a également appris que Pocket allait arrêter d'éditer les romans légendes de Star Wars. Donc ça, on est un petit peu déçus. Et on consacrera une émission à tout ça pour en débattre, du pour, du contre, de la différence entre légendes et le nouveau canon, avec Henri Levental, un ancien Star Wars en direct qui revient maintenant aujourd'hui et qui a fortement envie de parler de littérature. Donc on va pas parler du bien pas bien, mais on peut critiquer juste ces dernières news. Vas-y Loïc. Moi je voulais juste rajouter qu'ils ont annoncé aussi, et je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que je les voyais pas débarquer, le roman Battlefront, donc le premier de la série 2 qui sortira au mois de juin. Ouais. Et ça c'est pas rien parce que ça veut dire qu'on a tout espoir pour avoir le roman sur l'Inferno Squad. Et puis du coup la dernière fois dans votre précédente émission, quand vous en aviez parlé, il y avait une incertitude sur la date de sortie des 2 romans Aftermath. Donc là, pour clarifier, pour être sûr que nos auditeurs ne fassent pas d'amalgame ou se trompent, la deuxième partie d'Aftermath sortira au mois d'août. Et la 3e partie de la trilogie sortira en octobre. Parce qu'à un moment donné, il y avait, ça devait être des sorties communes, etc. Enfin, communes, un mois qui se suit, puis finalement c'est changé. Voilà, donc c'est pour août et à la fois pour octobre. Quant à l'arrêt des parutions Legends, alors moi je peux comprendre toutes les personnes qui seront tristes parce que notamment, voilà, que la trilogie de Dark Bane rééditée, ça permet à beaucoup de gens de se procurer ces romans qui étaient quand même hors de prix, on en a déjà maintes fois parlé. Par contre, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet à un moment donné de dire, voilà, ça vous avez aimé, le problème c'est qu'il y a des personnages qui reviennent, vous allez les lire dans les romans Legends, vous allez pas comprendre certaines fois parce que vous allez pas faire attention, parce que vous êtes pas des anciens fans de Star Wars, mais des nouveaux arrivants. Il faut le capter que c'est marqué Legends et que c'est plus officiel, machin. Donc je trouve que c'est pas mal, finalement. Les romans seront toujours, on pourra toujours en trouver d'occasion, en brocante, même si les prix vont peut-être grimper un peu. Après, dans ce cas-là, tournez-vous vers les EPUB et puis téléchargez-les tant que vous pouvez, qu'ils sont encore disponibles. Ils seront toujours trouvables ou un ami peut vous les prêter. Enfin, il y a quand même des solutions qui permettent de pallier à ça si vraiment on veut se faire de l'univers Legends. Et puis, on a quand même un univers officiel qui commence à grandir de manière assez importante, quoi, tout simplement. David, tu veux dire un petit mot ? Je suis assez d'accord avec Loïc. Il y aura toujours du coup ce petit côté, comme quand c'est des adaptations, on a toujours tendance à ramener, oui, mais dans le livre, il était écrit ça. Et donc maintenant, nous, les anciens fans de Star Wars, on pourra revenir dans, oui, mais alors dans Légende, il y avait écrit ça. Et au moins, c'est pas confusant pour les différentes personnes. En librairie, ce sera que les univers officiels. Ouais, je trouve ça assez cohérent. Même pour les vendeurs eux-mêmes, qui vont peut-être pas comprendre, ils voient quelqu'un débarquer dans la librairie, il me dit je voudrais lire du Star Wars, et puis le vendeur ou le patron va lui dire là il y a du Star Wars, prenez ça a l'air pas mal, c'est une bonne vente, alors que c'est de l'univers Legends, et le mec va rien comprendre parce que le trône qu'il avait dans Rebels correspond pas du tout à celui qui est dans ce livre-là, quoi. Exactement. Puis, je sais pas comment vous avez commencé à lire les légendes, mais moi en tout cas je les ai lus assez décousus. Je suis arrivé sur un bouquin, des fois il y en avait 2, 3 avant et je me rendais pas forcément compte. Maintenant que c'était plus édité, ça aurait été quand même très compliqué de trouver les trous. Moi j'étais partisan au final de repartir à zéro avec Disney, donc du coup je suis cohérent, on continue. Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord. Ouais, je vous donne pas trop mon avis parce que je suis censé participer avec Henri, donc oui, tu as tout à fait raison. Mon avis pour après. Sur les comics également, on a eu une petite info. Tu veux la développer, Loïc ? Oui, du même ordre en fait. Delcourt a annoncé que à partir de maintenant, certaines séries ou certains volumes comme la jeunesse des Jedi ou comics Le pouvoir de la Force, voilà. Donc il ne serait plus réédité à partir d'aujourd'hui, il n'avait plus l'autorisation de rééditer tout ce matériel. Je me demande, parce qu'il n'y a pas de confirmation officielle d'un arrêt des publications Star Wars par Delcourt, mais je me demande si on ne s'oriente pas tout simplement vers la même règle que Pocket a été certainement obligé de mettre en place, à savoir que tout ce qui est Legends, maintenant c'est bon, ça a vivoté pendant 3 ans,
Maintenant, ça va s'arrêter. Voilà, moi je pense qu'on va s'orienter tout doucement vers ça, parce que je vois pas pourquoi il y a des choses qu'ils auraient plus le droit de rééditer ou d'éditer, et puis d'autres qu'ils auraient encore le droit. Donc je pense que ça va se faire progressivement sur cette année 2018, et à mon avis, pour la fin d'année, on peut quand même imaginer que l'univers Star Wars chez Delcourt c'est terminé. C'est une supposition. Donc voilà pour ce qui est des dernières news qu'on a eues. Et puis là maintenant je vous propose qu'on attaque les critiques. Alors d'habitude on commence plutôt par les romans ou par les comics? Vous préférez faire quoi? Allez, je vous laisse le choix. Alors moi je voudrais juste qu'on n'oublie pas la petite news que l'épisode 8 sera développé exactement en comics. Ça a été donc également annoncé, parce qu'évidemment on va vite, parce qu'on est pressé de parler de tous ces comics et romans, mais c'est vrai qu'on a ça. Donc ils ont annoncé l'adaptation qui sortira pour mai, avec Gary Whitta au scénario, qui avait travaillé sur le scénario de Rogue One, et puis Michael Walsh au dessin, qui a déjà fait du Star Wars en annual, qu'on n'a pas eu encore je crois en France. Et puis voilà, donc rien de plus pour l'instant, rien de fou, mais ils ont évidemment annoncé la novélisation via le Star Wars Show, la novélisation de l'épisode 8, qui elle également sera disponible pour le mois de mars, et qui annonce des scènes inédites, voilà, comme les funérailles de Han Solo. T'es sûr que les funérailles c'est pas que dans le roman? Alors là c'est ce que je suis en train de parler du roman. Ah oui, d'accord, ok. Pour le mois d'avril. Okay, donc okay, du coup les funérailles seront dans le roman. Ainsi que d'autres scènes. Je trouve ça intéressant de les avoir dans le roman, mais je vois pas comment chronologiquement elles pourraient vraiment trop s'insérer, vu qu'ils nous ont annoncé quand même que à la fin de l'épisode 7, quand Rey partait, ils avaient à ce moment-là décidé de commencer l'évacuation de la base, même si de la base sur Décoire. Voilà, je sais pas où ça va trop s'intercaler, mais on verra bien. Je trouve ça sympa d'avoir de toute façon une novélisation, elle est faite pour être plus dense que le film en lui-même. On va se souvenir encore une fois de celle qu'on cite toujours en exemple, à savoir celle de l'épisode 3. Donc moi je dis que ça me plaît bien. Peut-être que je vais mieux apprécier l'histoire du film après avoir lu le roman qu'après le visionnage du film. Bon, écoutez, moi je vous propose qu'on fasse une petite transition sur les comics, puisqu'on était parti à parler de comics. On attaque tout d'abord par Star Wars tome 5. Alors, par Jason Aaron au scénario et Salvador Larroca au dessin. Ce Star Wars tome 5, il est composé d'un annual, l'annual numéro 2, et les épisodes 26 à 30. Alors, l'annual, il reprend en fait Leia qui est blessée après son retour de Simon 1. Alors moi j'ai eu du mal à l'insérer chronologiquement dans les autres comics. On peut peut-être rapidement évoquer déjà cet annual. Alors, à savoir que donc on a Leia qui est blessée, elle est recueillie par une nana aux allures de camionneuse un petit peu, c'est vrai qu'elle est assez carrée, et donc du coup il y a toute une réflexion sur elle est prise au milieu de cette bataille, elle leur en veut un peu à tous les deux, elle a du mal à prendre position, et donc du coup elle va finalement aider Leia à s'échapper, et puis elle a une vision assez positive au final de la rébellion. On ne sait pas trop au final ce qu'elle va en faire de tout ça, mais on va dire c'est une tranche de vie d'un personnage qui croise la rébellion et qui à un moment doit prendre plus ou moins position. C'est comme ça que je le résumerai. Est-ce que vous voudriez ajouter? Alors moi personnellement j'ai du mal à accrocher. J'ai pas trouvé ça essentiel, surtout pour un annual où d'habitude on a plutôt des trucs assez conséquents. Bon, voilà. Je voudrais avoir votre avis, et surtout que vous me disiez comment vous l'avez relié vous chronologiquement. Chronologiquement, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. J'ai eu un tout petit espoir quand j'ai vu le personnage, cru que ça aurait pu être Mara Jade. Comme quoi je me rattache encore à Légende, elle est rousse. Mais chronologiquement, c'est assez bizarre, effectivement. Je trouve qu'il y a une vraie coupure par rapport à l'histoire d'avant, il y a une vraie coupure par rapport à l'histoire qui vient après. C'est un peu un ovni. Bah moi le souci c'est que en fait c'est comme tu l'as dit Thomas, c'est pas très essentiel, et en fait je l'ai lu et aussi vite oublié quoi. Là même dans c'est hors série. Bah ouais, mais là d'en reparler même d'avoir voilà, je suis obligé d'aller regarder une photo parce que ça me dit rien du tout, mais j'ai aucun souvenir de cet épisode. Comme quoi, il m'a vraiment... T'as pas de souvenir de la nana un peu camionneuse là, avec des bras énormes? Ça me dit quelque chose de vaguement. C'est là où je me suis dit que je l'avais lu. Bah c'était anecdotique. J'arrive pas à te replacer l'histoire, etc. Donc, alors que le premier annual était bien. J'avais trouvé que le premier annual, à l'inverse, lui, était plutôt sympa, quoi. Bah oui, avec ce personnage qui en plus est revenu ensuite, qui était vraiment excellent. Mais voilà, bon, bah écoute, je pense qu'il faut passer à la suite. De toute façon, voilà, c'est vraiment
la détente. Faut pas le chercher vraiment quelque chose d'intéressant dans un annual, quoi. Si vous deviez donner une note à ce petit annual, vous lui donneriez combien ? 3. Ah ouais, quand même. Ouais. Sur 20 Sur 20 hein. Ouais. D'accord, ouais. Alors Loïc ? Bah, j'aurais mis 10 parce que je m'en souvenais pas et que du coup, chercher ni mauvais ni bon puisque je m'en souvenais pas, mais en théorie, je devrais même pas pouvoir le noter, quoi. Ou alors lui mettre 0 parce qu'elle était vraiment inintéressante, quoi. Ouais, j'aurais mis à peine 10-11, ce qui lui fait une moyenne de 6 en gros. Ouais. Donc on va voir. Par contre, on connaît pas trop la manière de David de noter, mais là, d'entrée, il tape là, hein, ouais. David. Hein. Alors d'habitude, j'ai déjà fait des critiques qui ont été lues par Dany notamment, avec des notes relativement hautes. Dans les bouquins, je mets assez haut, mais alors là, c'est vrai que, comme l'a dit Loïc, on s'en rappelle pas. Ça sert à rien. Ça développe un personnage qu'on verra peut-être jamais. Je vais commencer par une note basse. Hein. Ok. Mais après, tu mets les notes que tu veux, David. Hein. Tout à fait. Alors ensuite, on va passer à un arc sur Yoda, en fait, un arc flashback, un peu comme on avait eu avec Obi-Wan. C'est toujours tiré du carnet d'Obi-Wan. Bon, on se demande un peu comment il a recueilli toutes ces informations, Obi-Wan. Peut-être le oui-dire du gars qu'il va rencontrer par la suite, hein, sur, a priori, je dirais Tatooine. Non, ils ont une connexion avec lui et Yoda, je pense, comme ils nous ont montré entre Kylo Ren et Rey dans l'épisode 8. Et qui aurait suffi, du coup, pour nourrir le carnet. Alors, sur ce point, effectivement, dans le roman From a Certain Point of View, on a une partie où, effectivement, il y a des communications entre... avec Qui-Gon notamment, voilà. Et donc du coup, il y a des histoires qui peuvent communiquer entre Obi-Wan et Yoda, ça me choque pas du tout. Donc on pourrait imaginer ça alors. Voilà, et du coup ça me choque encore moins. Ok, bon bien vu. Alors, ensuite, on part donc du coup sur l'histoire, hein. On a C3PO qui avait été attrapé, donc là ça fait un lien avec le tome précédent, hein, par l'escadron Scar, hein, qui est l'escadron des gros costauds, hein, de Dark Vador, et finalement tout ce qu'ils ont réussi à choper, c'est C3PO. Alors au début, on les voit l'interroger, d'ailleurs c'est assez rigolo, parce que les mecs disent « Ah, on lui avait juste posé une question, mais on n'arrive plus à le faire se taire maintenant ». Donc ça, j'ai trouvé que c'était... Ça, vraiment, dès le début, ça m'a beaucoup séduit, cette petite idée. Il y a 2-3 trucs comme ça qui sont assez sympas. Et puis après, finalement, ils décident que voilà, ils vont l'utiliser pour faire venir Luke. Ce qui ne manque pas, parce que R2-D2 a convaincu son collègue Astromécano S4, tout simplement, d'aiguiller Luke sur la recherche de C3PO, quoi. Oui, c'est ça. Et entre-temps, Luke, il se met à lire un bout du journal et on a un épisode de Yoda qui raconte qu'il avait rencontré... Alors tout d'abord, il y a un petit extrait où il va chercher un gamin sur une planète de pirates, un gamin alien, donc j'ai pas repéré la race, je pense pas qu'on l'avait déjà vu avant. Et donc du coup, j'ai trouvé que le début était assez intéressant, c'était pas mal, ça mettait bien en avant Yoda, où on se fout de sa gueule par sa petite taille, bon, le truc classique. Et ensuite... on continue. Quand on continue, on a cette fois-ci une autre histoire où Yoda va sur une planète où il n'y a que des enfants et des enfants il y a une espèce de guerre en fait qui persiste depuis des années entre 2 clans d'une même population. Et les adultes ont disparu dans la montagne en laissant les enfants. Et donc Yoda en fait essaye de trouver un espèce de consensus entre les 2 groupes pour qu'ils arrivent vers la paix en fait. Il essaie de faire le Jedi, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Donc du coup, il va rencontrer les 2 factions et puis il est amené à un moment, bien sûr, il y a des semi-combats et Yoda dit qu'il veut pas lever la main sur des enfants, et que il est un peu perdu et il va dans la montagne pour essayer de rencontrer une fameuse créature qui est évoquée, le cœur de la montagne. Et il se rend compte que c'est une espèce de race d'hommes rocailleux, on va dire, qui ont existé. Et donc là, il y a tout un débat là-dessus. Sur qu'est-ce que c'est que ces bestioles, pourquoi elles sont là, etc. Au final, le début j'ai trouvé ça très très bon, hein, c'était pas mal, et puis sur la fin, c'est un peu boiteux. Il se fait entraîner par un gamin qui maîtrise la force à travers les fameuses pierres. Et au final, Luke à la fin du conflit, il a le fin mot de l'histoire en fait quand il revient sur la planète. Mais voilà, enfin je vous cache pas en fait, la fin j'ai pas tout compris quoi, j'ai été un peu perdu quoi. T'es pas le seul. Donc je vous laisse finir pour compléter tout ça, parce que même là je me rends compte au moment où je dois faire une synthèse de tout ça, sur la fin je capote un peu quoi. Donc je vous laisse essayer de finir l'histoire et de me réexpliquer la fin. Je pense qu'on va être tous les 2 dans le même cas que toi, Thomas. Et à mon avis, si c'est pas tout à fait la fin qui est vraiment intéressante, parce que c'est pas la partie avec Luke, pour moi, qui est
l'élément central du comics, puisque c'était un flashback sur Yoda. Et moi, je vais enchaîner sur mon avis et je vais vous dire pourquoi j'ai apprécié cet arc, bien que je lui reconnais qu'il y a des longueurs, que tout est un peu cryptique, qu'on comprend pas tout, machin, que c'est un peu bizarre, que c'est un peu étrange. Mais alors déjà, j'ai bien reconnu la personnalité de Yoda. Ça m'a fait penser au Yoda de la fin de l'épisode 3, ça m'a fait penser au Yoda de l'épisode de la saison 6 de Clone Wars. Donc ça m'a vraiment, pour moi c'est Yoda et c'est bien caractérisé. Moi ce que j'ai apprécié en fait, et alors je l'ai vu avant l'épisode 8, et je trouve que du coup quand j'y repense après l'épisode 8, ils font que cet arc narratif fonctionne encore mieux. Ça fait des mois, peut-être même des années que dans nos critiques de romans, etc., j'arrête pas de dire, Thomas aussi, pour Star Wars en direct, ah tiens c'est pas mal, ils essayent de nous montrer une autre vision de la Force, ou une autre façon d'utiliser la Force, ou une autre tribu qui appelle pas ça la Force, mais c'est autre chose. On nous l'a montré dans Rogue One, avec les Gardiens des Whills, etc. Et en fait là on a exactement l'exemple typique de ce que Luke dit dans l'épisode 8, à savoir, la Force elle est partout. La Force elle est présente dans chacun des êtres de la galaxie. C'est juste que, en fait, il faut apprendre à s'ouvrir pour l'utiliser. Et c'est exactement ce qui se passe là-dedans. Yoda a très bien compris que l'apprentissage, comme l'échec, qu'il le dit dans le 8, mais que l'apprentissage, il va se faire sur toute la vie d'un Jedi, et que c'est pas parce qu'on a 800 ans ou 900 ans qu'on peut pas apprendre encore de quelque chose, de la Force, d'une personne qui détient la Force mais qui l'utilise pas comme toi, ou qui la voit pas comme toi, et j'ai trouvé cet arc super intéressant. Après oui, on peut lui trouver plein de défauts même visuellement, mais moi ça m'a vraiment touché, surtout quand il arrive dans la montagne et tout, les géants se réveillent machin et tout ça, et Yoda il prend des coups dans la gueule aussi, et il a un petit côté humble qui lui correspond tout à fait, et voilà, moi j'ai bien aimé cet arc pour ces raisons. David ? Je vais rebondir effectivement sur ce que dit Loïc. C'est la partie la plus intéressante, c'est la partie sur l'utilisation de la Force. Toute cette notion de ressentir la pierre, qui du coup n'est pas la Force, qui est une version différente de la Force, qui ne rentre pas dans le cadre du Jedi, qui est Yoda. Ça c'est intéressant. Après le reste, ouais, c'est pas foufou. Et la fin, je l'ai relu avant de faire l'émission. T'as pas compris non plus. Et en fait, j'ai toujours l'impression que c'est pas fini quelque part. Parce qu'on enchaîne derrière, dans la version kiosque, on a la suite qui est en fait le crossover entre les deux séries avec Afra. Oui, après on passe tout à fait autre chose. On ne fait aucune mention de cette histoire. Oui. On passe totalement à autre chose. Et du coup, je suis un peu mode resté sur ma fin. On la comprend pas bien cette fin. J'aime bien les dernières pages par contre avec il y a Luke en même temps qui fait un combat en même temps que Yoda. Les deux sont intercalés. Je trouve que c'est plutôt pas mal fait dans la pagination, dans l'histoire. Mais moi je retiens que Yoda apprend à son âge aussi une utilisation de la Force. Les enfants, c'est plutôt sympa, il y a un petit côté Sa Majesté des Mouches pour ceux qui l'avaient lu au lycée. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas foufou, mais c'est pas mauvais. Ah non, ça je le reconnais que c'est pas foufou, surtout dans une série qu'on nous avait annoncé comme un étendard du renouveau de Star Wars, machin et tout ça quoi. Ouais, puis je pense aussi, j'y attendais beaucoup, parce que Yoda, c'est un des personnages que j'aime beaucoup. C'est mon personnage préféré de l'épisode 5. Quand il arrive et qu'il fait croire qu'il est fou, c'est extraordinaire. Et là, c'est un bon Yoda, je l'aime bien. Il est bien dessiné en plus. On n'a pas parlé encore du dessin, c'est assez beau. C'est le côté photoréaliste de La Rocca qui va s'inspirer de plans du film ou des visuels promotionnels pour presque... Certains n'aiment pas, d'ailleurs. Reproduire à l'identique, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'à certains moments, je me suis fait la remarque, les personnages de la série, des films, en fait, sont photoréalistes, et les autres personnages inventés ont parfois sur la même case des têtes cartoon plutôt. Tu vois, plus BD. Oui, c'est un peu son cheval de bataille, mais je trouve qu'il l'avait pas au début de la série Vador, par exemple, parce qu'il était sur Vador avant. Je trouve qu'au début de la série Vador, il l'avait pas, et je trouve que plus on avance dans ses dessins, parce que là il est arrivé sur la série Star Wars, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus dans le photoréalisme. Alors pour faire un petit peu d'avance dans la Citadelle Hurlante, il y a des moments où il dessine les personnages et où on sait d'où il les a tirés, parce que c'est des photos ou des scènes qu'on connaît par cœur parce qu'on les a vues en film, qu'on les a vues
dans des magazines, etc. Et juste regarder la façon dont c'est dessiné et l'angle, bah, on sait d'où il les tire, quoi. Donc ça, je trouve ça dommage, mais à la fois ça me plaît parce que au moins on retrouve les personnages qu'on connaît, quoi. Tu te demandes pas qui est Anne et qui est Luc, parce que le dessinateur, il a pas réussi à faire deux visages différents. Et là, je suis d'accord avec toi, Loïc. Et d'ailleurs, ce qui m'a dérangé un petit peu là, dans La Citadelle Hurlante, Afra, que je reconnais pas vraiment. Elle est dessinée de façon différente, et j'ai presque l'impression que c'est un autre personnage. Là, on après, faudra qu'on, faudra qu'on en reparle dans la prochaine. C'est ça. C'est juste sur le côté photoréaliste contre cartoon. Dans La Citadelle Hurlante, là, c'est un autre dessinateur, et je trouve que ça se marie un peu bizarrement. Sur le Yoda, ça m'a pas choqué. Moi, les dessins, m'ont pas choqué. J'ai vu que pas mal de gens avaient critiqué justement La Roca sur ses dessins. Et justement parce qu'il fait c'est ce que je dis, j'ai l'impression, faudrait que je reprenne les volumes pour comparer, mais j'ai vraiment l'impression qu'il fait aujourd'hui plus de photoréalisme qu'il pouvait en faire à l'époque, et que peut-être que du coup les gens ça les saoule un petit peu parce que c'est pas ce qu'ils attendent ou c'est pas ce qu'ils ont connu de La Roca précédemment. Mais bon, visuellement, ça reste très beau. Moi, je suis comme vous, hein. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je savais que cet arc avait été beaucoup critiqué, Yoda. Et quand je l'ai commencé au départ, je me suis dit, mais ça me plaît en fait. Je vais être à contre-pied des gens. Et la première partie où Yoda apprend, etc., j'ai trouvé que ça partait très très bien. Et je me disais, mais où ça va nous mener ? Et en fait, c'est un petit peu comme un comique qui commencerait à faire un sketch. Et le début est super marrant. Et tu te dis vivement la chute. Et quand arrive la chute... Ah ouais, tu dis, zut, alors en fait, je m'attendais à un truc un peu plus poussé. Et c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Puis du coup, comme tu finis là-dessus, à part la toute dernière page où tu vois Yoda sur Dagobah qui dit vivement qu'il vient de me rencontrer, j'ai trouvé que ça faisait un peu effet soufflé qui retombe à la fin quand même. Ouais, et en plus ça va à contrario de mon passage préféré de From a Certain Point of View où Yoda parle avec Obi-Wan et parle en fait de former Leia et non Luke. Ah oui, ça j'adore. Ça c'est le moment que j'adore. Mais tiens, puisque j'en profite, puisque j'ai écouté l'émission littérature où les deux romans étaient chroniqués, et il y a dans les légendes de Luke Skywalker, Luke va sur une planète d'eau. Et il communique aussi avec des créatures via la force, mais ils appellent pas ça la force, ils appellent ça la marée, je crois, ou un truc comme ça. Oui. Et là, je trouve le même, on a un peu la même façon, la même vision de la force. Et c'est intéressant. Tout à fait. Mais ce que tu disais tout à l'heure sur le lien avec l'épisode 8, et pourtant tu l'as fait alors que t'as pas aimé l'épisode 8, je trouve ça assez bien, parce que c'est le fait de dire, voilà, la force, on peut la voir différemment, et que là, hop, c'est un peu une surprise pour Yoda de découvrir une autre façon de voir la force. Il la maîtrise pas totalement, donc il apprend encore, et je trouve que c'est vraiment bien. Ça va vraiment dans ce sens-là, que la force, elle a différentes formes, elle est partout, et même quand on la pouvait pas venir. Donc ça, c'est ça. Et c'est pour ça que j'apprécie encore plus cet arc en ayant vu l'épisode 8. Mais par contre, la fin, je suis bien emmerdé parce que je vois pas trop le but. Donc, n'hésitez pas, les auditeurs, dans vos commentaires, à nous faire part de vos retours, à nous dire voilà, comment vous avez ressenti cette fin. Moi, je serais curieux d'en discuter avec vous. Peut-être que ça se trouve, c'est juste qu'on n'a pas su l'apercevoir et qu'il y a une espèce de morale, de finalité dans tout ça. Mais moi, je l'ai pas vu, quoi. Et je suis déçu, quoi. Et j'aimerais bien que quelqu'un sache me l'expliquer, d'ailleurs. Ou au moins me donner son point de vue. On a fait le tour, messieurs ? On va peut-être mettre une note, du coup. Ah, exactement, voilà, c'est ce que j'allais vous proposer. Même si t'es embêté. Vas-y, Loïc. Moi, je vais lui mettre... moi, je vais lui mettre 12. Parce que il est pas transcendant, mais je l'ai apprécié quand même. Donc, je peux pas lui mettre que la moyenne non plus. Et je peux pas décemment lui mettre 14 et conseiller à tout le monde de l'acheter. Je pense que, encore une fois, c'est celui que, voilà, vous avez un pote complétiste qui l'a, prenez-le, lisez-le. Et n'allez pas forcément vous-même l'acheter, quoi. David ? Oui, moi je vais mettre 12 aussi, et pour les mêmes raisons. Je trouve que moi je les ai achetés en kiosque, alors du coup j'ai continué à les acheter pour pouvoir avoir la continuité. Alors en TPB, je pense pas que je l'aurais acheté. Et donc tu mets 12 également ? Ouais. Bah moi pareil. Moi je mettrais 12, mais par contre, c'est là où est le problème, c'est que quand t'as une série, un ongoing, eh bien, si tu achètes les tomes 1 à 4 et puis que tu passes au 6, dans la bibliothèque ça fait bizarre, et puis t'as quand même un petit truc qui te fait dire ah c'est con, alors qu'au moins un one shot, tu l'achètes pas, point, ça fait pas dégueulasse dans la bibliothèque. Tu es Thomas, le pote complétiste dont je parlais à l'instant.
Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, donc allez chez Thomas et demandez-lui qu'il vous prête son tome 5 de Star Wars. Ensuite, nous continuons cette émission. Alors, je tiens à préciser que cette émission, en fait, c'est une émission .2, on va dire, tout simplement parce que la fin a été perdue, en fait. Hein. C'est une émission inédite et que vous ne trouverez jamais, en fait, tout simplement parce que on a eu un problème à l'enregistrement et on est en train de réenregistrer une deuxième partie. Donc, nous faisons une deuxième critique en fait de Aphra, des Gardiens de la Galaxie et de Heir to the Jedi. Alors il y aura peut-être un peu moins de spontanéité puisque nos échanges on les a déjà eus première fois, donc peut-être qu'on sera moins surpris des réactions des autres. Alors on est avec Dr Aphra, c'est le premier tome en fait d'une série qui est spin-off à la série Darth Vader. Elle est écrite par Kieron Gillen et dessinée par Kev Walker. On suit en fait une archéologue un peu bad boy qui a travaillé à l'époque avec Darth Vader, et la particularité de ce personnage, c'est qu'il est un peu décrit comme un espèce d'Indiana Jones féminin de Star Wars, voilà. Et elle est accompagnée de 3 personnages qui sont les pendants, en fait, on va dire, plus ou moins méchants ou obscurs, de C3PO, R2D2 et Chewbacca. Donc déjà, ça en dit long sur l'originalité des idées qu'on a pu proposer là-dedans, même si ces personnages sont assez bien réussis. Et alors là, tout le long de cet arc narratif, qui fait suite à la série Dark Vador, on suit notre personnage principal dans une quête de nouveaux artefacts, hein, et elle va être amenée à rencontrer en fait son père. Donc il y a un petit peu d'ailleurs un petit côté Indiana Jones c'est la dernière croisade dans la relation qu'elle a avec son père, et au niveau du scénario on retrouve quelques petits points communs, donc ça j'ai trouvé que c'était des points assez intéressants. Et puis elle va être confrontée à une agent impériale qui est moitié robotisé cyborg. C'est assez original. Aussi, on en avait déjà un de ces personnages dans les romans, dans Une Nouvelle Aube, mais pas du côté de l'Empire. Enfin, quoi que si, lui, il était du côté de l'Empire également. Rapidement, on va peut-être pas trop s'étendre sur le scénario, mais plus sur nos commentaires. Du coup, j'ouvre le bal. Ce que j'ai beaucoup aimé, ça a été l'utilisation de certaines races, notamment les fameux gros singes poilus qu'on voit dans Rogue One, le fait qu'on se rende aussi à la banque des archéologues, où voilà, on a un petit peu le côté ça m'a fait penser à Gun. Je sais pas si ça vous parle, c'est un manga en fait dans lequel on vient pour des primes, etc. Et ça m'a énormément fait penser à ce manga là. Le départ, en fait, tout l'environnement des chasseurs de primes. Et puis, on retourne sur Yavin 4, en fait. Bon, vous allez me dire encore une fois, peut-être que dans le nouveau canon, c'est peu. Après, je trouvais que c'était assez bien fait et que l'histoire tenait la route. Hein. On a des petits retournements de situation et ça, c'était plutôt cool. On peut imaginer que le personnage, moi j'ai vu ça, hein, que le personnage peut-être pourrait être un personnage amoureux de notre fameuse Dr Aphra. Je sais pas, voilà. J'ai vu peut-être un éventuel scénario de romance. Donc globalement, moi j'ai plutôt apprécié, mais sans plus, parce que je trouve que le potentiel de base fait un peu trop plagiat. Je vous laisse rebondir, messieurs. Moi oui. Alors c'est pas ça... Dr Aphra, c'est un personnage que j'aime bien. C'est un personnage qu'on voyait dans la série Vador, qui était vraiment, je trouve intéressant, même si. Alors c'est peut-être un des personnages le plus original du nouveau canon, parce que tu disais Tom tout à l'heure que les robots version négative ou le Wookiee version négative de ceux qu'on connaît, ce n'est pas très original. Là par contre on a vraiment le côté explorateur qui est vraiment un peu nouveau dans le lore de Star Wars. Et encore une fois, voilà, ce que j'ai bien aimé qu'on retrouve tout ce qui est lié encore autour de la Force. Alors je sais, ça fait encore tout ça fait plein d'émissions qu'on le dit. Moi, j'aime bien toute cette exploration. De The Clone Wars. Oui, voilà, mais bon, cette exploration de la Force, voilà, elle est vraiment, vraiment très agréable. Pour moi, à mon sens. Par contre, c'est pas foufou, quoi. Dans l'histoire, voilà, c'est sympa. On est un peu sur Yavin. Après, il y a un petit côté, le petit côté course-poursuite avec les impériaux. Ensuite, ils arrivent à l'endroit où ils devaient trouver l'artefact. Alors, il y a un petit truc qui est sympa, c'est quand Aphra et son père imaginent ce qui a bien pu se passer à cet endroit. Qu'est-ce qui a amené, les supputations qu'on peut faire en fait en tant qu'historien ou archéologue sur
pourquoi les corps sont dans cet état-là, pourquoi ils sont dans cette position-là, pourquoi ils sont comme ci, pourquoi ils sont comme ça. On retrouve un peu ce qu'on avait dans les derniers Jedi avec le flashback sur Luke et Ben vu de 3 points de vue différents. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal intéressant. Par contre, il y a quelque chose que j'aime pas dans Star Wars et je l'ai revu sur une couverture récemment d'un comics qui est annoncé en VO. C'est par rapport à la commandant impériale qui est sur Yavin, qui est une femme. Donc ça, c'est très bien par contre, parce que on n'en a pas beaucoup. Enfin, en tout cas dans les films, j'ai pas souvenir qu'on en voit en officier. On nous dit dans le comics qu'elle a été déroutée de Idoo après les événements de Rogue One, donc après l'explosion de la base de Idoo. Donc ça, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet un peu de lier et de replacer des personnages. Mais il y a quelque chose que je supporte pas dans Star Wars et que je supporte encore moins maintenant, que j'avais déjà du mal avec l'ancien univers Legends. Ce sont les humains un peu augmentés. C'est-à-dire que dans l'univers de Star Wars, un humain augmenté ne me dérange absolument pas. Dire un humain augmenté, c'est un humain avec des prothèses cybernétiques, un œil bionique, un bras, etc. Ça me dérange absolument pas parce que ça fait partie du concept. Par contre, en ce qui concerne les officiers impériaux en eux-mêmes, ou toute personne de l'Empire, on n'a absolument aucun personnage qui ait ce genre de choses à l'écran. Que ce soit dans les séries animées, que ce soit dans les films. Et ça me pose un problème en termes de continuité parce qu'on est à nouveau dans un concept un peu très très comics. Très comic book, très à la Marvel. On a besoin d'un nouveau méchant, alors on va lui donner une caractéristique physique. Là, donc, elle a cette espèce de partie robotique jusqu'en bas du menton, etc. Je trouve ça dommage parce que autant ça rajoute à l'esthétique quelque chose qui est pas dégueu, autant ça crée un décalage visuel avec ce qu'on connaît, même si je ne suis pas contre, encore une fois, les nouveautés. Ce qui serait bien, c'est qu'à la rigueur, ce genre de personnage soit introduit dans une série animée, qu'on ait un visuel et qu'il soit repris, ou qu'il y ait une base un petit peu autre part dans la galaxie de Star Wars, en tout cas pour les impériaux. Je répète vraiment pour les impériaux parce que c'est important, pour les officiers. Voilà, par contre, le fait qu'elle soit liée à Idoo, le fait qu'elle ait tout ça, c'est pas mal. Et puis, au niveau dessin, c'est très correct. C'est un style tout à fait particulier, mais moi j'aime bien, je trouve que ça va bien avec le côté un peu les couleurs, les tons pastels un petit peu, c'est pas mal. Mais donc au final, je suis pas super emballé. En fait, je dirais que j'ai pas des masses envie après ce volume. Si je l'avais acheté tout seul comme ça dans mon coin, sans avoir d'autres, si j'étais pas complétiste ou si j'avais pas eu d'autres reviews, j'aurais acheté ce numéro 1 et puis je pense que j'aurais pu arrêter la collection après la lecture de ce volume. David, tu veux rebondir un petit peu ? Alors oui, moi je vais revenir sur quelques points. Et je trouve qu'effectivement la partie, comme l'a dit Loïc, sur les deux visions du même événement est très bien faite. Dans Star Wars, les gentils ont les sabres bleus, les méchants les sabres rouges. Et là, du coup, ils inversent les couleurs pour nous induire en erreur. Voilà, ils induisent en erreur. Ils utilisent les codes qu'on connaît et nous changer et nous influencer. On a toujours envie du côté du gentil ou des méchants pour certains, mais donc ça c'est intéressant. J'ai trouvé en général qu'il y avait beaucoup d'humour. On a moins dans les autres et c'est un humour que moi j'apprécie. C'était très agréable. Et donc les deux petits détails que j'ai notés, en plus, parce que sinon je suis d'accord avec vous dans l'ensemble, moi j'ai apprécié la série. Vraiment, je pense que je continuerai à les acheter, même si de toute façon je les prends en kiosque. C'est le fait que ça se passe sur Yavin, vous l'avez tous les deux cité, mais également dans From a Certain Point of View, il y a un passage avec Aphra qui se passe sur Yavin, donc du coup encore une connexion avec un livre, donc ça moi je trouve ça très intéressant. Et au niveau de la galaxie, on reproche souvent que le monde est petit et tout le monde se connaît, et je trouve que le père apporte une petite interrogation intéressante, c'est que lui-même ne croit pas à la destruction de Jedha et à la destruction d'Alderaan. Il pense que c'est une rumeur, que ce n'est pas arrivé, ce ne sont pas des vrais faits. Des fake news. C'est la fameuse théorie les fake news, la théorie du complot, mais non, c'est impossible, c'est trop gros pour que ça puisse exister. Ça, c'est vraiment le petit côté politique, en fait. C'est intéressant, et j'aimerais bien que dans ce cas-là, à la rigueur, pourquoi pas la série parte peut-être un peu plus de ce côté-là, mais bon, après, j'y crois pas trop quand même. Non, mais au moins, il faut saluer l'essai. Ouais. Et moi, je trouve que ça, c'était vachement bien. J'avais pas à noter, effectivement, pour la critique, je rebondis pendant que t'es dessus, mais c'est effectivement ça une très bonne idée, et on peut même nous-mêmes s'imaginer comment tout ça a été nourri. Est-ce que c'est pas, par exemple, l'Empire
qui relaie des fake news lui-même, justement, pour pas être déstabilisé d'un point de vue de son image, tu sais, un peu comme des entreprises qui font des communications de crise, un peu, tu sais, des fois pour maintenir l'image. Tiens, tu vois, comme Nutella l'a fait il y a pas longtemps. Le truc, c'est que c'est évident parce que tu as évidemment la propagande qui va s'activer comme dans tout bon régime autoritaire qui se respecte en disant non, c'est des bêtises. En plus, on nous présente beaucoup les rebelles comme des terroristes, donc c'est cohérent. Le problème, c'est que dans ce cas-là, par exemple, que ce soit pour Jedha ou pour Alderaan, il suffit à tous ceux qui veulent avoir la nouvelle à tout simplement calculer les coordonnées hyperspatiales et puis se rendre compte par eux-mêmes. Ouais, mais tout le monde n'a pas un vaisseau, Loïc. Oui, mais sincèrement, il y a quand même très peu de... On voit que les déplacements sont quand même faciles dans la galaxie Star Wars. Il y a très peu de personnes... Alors oui, il y a plein de gens certainement qui n'ont pas de vaisseau, qui ne possèdent pas le leur, mais on sent quand même que globalement... Un journaliste peut facilement aller sur place se rendre compte. Ouais, mais avec quelle crédibilité, tu vois? C'est comme est-ce qu'on a marché sur la Lune ou pas, tu vois? Tu peux toujours t'amuser à décrédibiliser tout et rien. Et finalement, c'est assez intéressant parce qu'on peut imaginer que certaines personnes qui n'ont pas les moyens justement d'aller vérifier ou qui n'ont tout simplement pas l'envie, tu vois, rien que là, tu vois, rien que ce petit élément que David il a noté, ça nous fait un débat entre nous. Et je trouve que c'est intéressant pour les fans après de discuter. Et Rogue One, ça le canonise vachement, quoi. Et ça lui donne une vraie raison d'être, quoi. Tu vois, ça lie tout. C'est vraiment l'univers étendu qui doit être un liant. Disons qu'il y a pas mal de choses qui sont abordées dans Afra et qui sont tirées, même de petits éléments, mais qui sont tirés de Rogue One, quoi. Qui sont liés à Rogue One en tout cas. Rien que les fameux aliens qu'on voit au début, et il y en a d'autres de Clone Wars, j'ai vu aussi. Donc ça, c'était cool. David, on va te laisser reprendre du coup. Non, c'est ça. Mais je pense que ça va être de plus en plus le cas. Ils ont produit cette BD-là alors que Rogue One était sorti. Je pense que dans les prochains jours, on va voir beaucoup plus de choses liées à Last Jedi et à Solo. On sait de toute façon déjà qu'il y a une BD sur Crate au niveau de l'apparition VO. Voilà, je pense que ça, on va encore plus avoir de continuité. Ils vont pouvoir peut-être enfin s'ouvrir un peu plus. Peut-être qu'elle rencontrera les gardiennes en cherchant des reliques. Les gardiennes des Wills. Non, les gardiennes, tu sais... de Acto. Ouais, de Acto, quoi. Ah, les Caretakers. Voilà. Tout à fait. Allez, vas-y. Voilà, en gros, c'était ce que je voulais dire, moi, sur Afra. Donc, une très bonne série, et moi, je continuerai. Beaucoup d'humour. Et le côté Indiana Jones, effectivement, très très marqué, que tout le monde pourra apprécier. Si on donne une note, moi, j'étais dans les alentours de 16. Ok, ah oui, quand même. Loïc ? Moi, je partirais quand même sur 12, parce que vraiment, c'était sympa et un peu rafraîchissant. Ça sortait un peu des sentiers battus. Mais j'ai pas été convaincu à la première lecture plus que ça. Peut-être encore une fois, dans quelques années, avec le développement de l'univers officiel et puis de certains concepts, ou peut-être Afra apparaîtra ailleurs, j'y reviendrai peut-être, et peut-être qu'à nouveau je l'apprécierai d'une autre façon, comme ça a pu le faire avec d'autres œuvres. Alors, moi, me concernant, t'as posé une question très bonne, mais qui est valable pour beaucoup de comics. Est-ce que si j'étais pas complétiste, est-ce que je l'aurais acheté ? Certainement que non. C'est-à-dire que si j'avais, par exemple, lu ce comics en scan, ça m'arrive pour les séries pour lesquelles je suis pas complétiste. Des fois, je lis un scan et je dis voilà, j'achète ou je laisse tomber, quoi. Et là, très clairement, je pense que si c'était pas du Star Wars, j'aurais absolument pas acheté. Après, voilà, c'est du Star Wars, je suis complétiste, donc du coup, j'achète. Et forcément, comme c'est du Star Wars et que c'est dans mon univers, mon côté vache à lait me fait apprécier un peu plus le truc, quoi. Même si le côté Indiana Jones, c'est sympa. Bon, moi, c'est pas non plus la BD du siècle, hein. Je lui mettrais quand même un 12, parce qu'il y a quand même des côtés sympas. Mais on est une pépite. Et si je devais faire une moyenne de tous nos avis... je dirais qu'on est à 16, on est à 13 et des bananes, 13-3, quoi. Ouais. Voilà. Maintenant, messieurs, je vous propose que nous passions au Gardien des Whills, ou alors on va peut-être le garder pour la fin, le Gardien des Whills. On va passer d'abord à l'héritier des Jedi, Heir to the Jedi, qui est écrit par Kevin Hearn. Il faisait partie, en fait, initialement, alors il est un petit peu comme Tarkin, c'est un des premiers romans de l'univers officiel, mais il était à la base écrit pour faire partie de l'univers légende, et il devait faire partie d'une trilogie qui du coup n'a pas existé. Donc il arrive un peu tout seul, ce roman. Dedans, on va y suivre Luke, qui
qui est au balbutiement de son statut de Jedi et qui se découvre, qui cherche des pistes. Donc ça, cet aspect est très intéressant. On le voit dans ses premières relations avec la rébellion et notamment toute cette hiérarchie avec laquelle il doit travailler. Et on part explorer des idées assez sympas. J'ai trouvé que le début était très très cool parce que on nous introduit des bêtes avec justement un propre environnement, un espèce de microcosme qui se développe, mais néanmoins très rapidement j'ai séché, j'ai trouvé qu'on tournait en rond et pourtant son love interest est plutôt sympa, notamment avec la relation avec son père, etc. Il y a des réflexions sur l'Empire, est-ce que c'est bien, comment on est amené à faire des choses qu'on veut pas. Le début j'ai trouvé était assez prometteur et très rapidement officiel sur lequel j'ai séché, je m'étais promis de tout lire, mais là c'était vraiment trop difficile pour moi, donc j'ai abandonné et je vais vous demander de me raconter plus ou moins la suite, la deuxième partie du roman. J'ai arrêté à la moitié, donc ça y est, officiellement je ne suis plus totalement complétiste dans mes lectures, même si je l'ai encore dans ma bibliothèque ce roman, et je vous laisse me donner la suite. Moi il m'a beaucoup fait penser du coup dans le résultat final à un équivalent des Barbara Emily et compagnie, parce que un roman très très dispensable qui nous fait perdre pas tant d'argent mais surtout du temps. En fait, moi, j'ai commencé ce livre, donc par rapport à notre premier enregistrement, je n'ai pas continué dans la lecture de ce roman. Donc j'en suis aussi au début, tout simplement. Je rejoins le même avis que toi sur les 50 premières pages, c'est intéressant. Donc ça m'a donné vraiment envie de le lire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je vais pas forcément là le lire d'une traite. C'est-à-dire qu'entre-temps, par exemple, est sorti le roman sur Throne que j'ai commencé également. Je dois avouer il se trouve qu'il est un peu plus passionnant. Donc en fait, comme dans l'univers Legends, il y avait le roman Kenobi que je n'ai toujours pas fini parce que je lui trouve je lui trouve un intérêt certain dans plein de passages, mais à la fois c'est un livre qui est assez lent. Et je ressens un peu la même chose sur le début de ce livre-ci. Donc en fait, ce que moi je vais faire, c'est que c'est un livre que je vais lire en plusieurs fois et que je vais reprendre quand j'aurai des pauses de lecture, que je n'aurai pas de nouveautés ou un petit peu moins de comics ou de ce genre de choses à lire. Je me prendrai celui-ci, puis je me ferai 10, 20, 30, 40, 50 pages. Donc du coup, David, on compte sur toi pour un petit compléter ces deux reviews qui ne sont pas très sérieuses. Parce que apparemment, donc je suis le seul à lire les livres. Que donc moi je l'ai terminé. Au final, je l'ai lu 2 fois, puisque je l'avais une fois en audiobook, en VO, et ensuite, notamment quand il est sorti en France, je me suis dit mais en fait que c'est un livre sur lequel je suis passé à côté, et du coup je l'ai repris en VF. Ah ça compense du coup, t'aurais pu le lire 3 fois comme ça. Oui, mais non, je vais peut-être quand même pas le lire 3 fois, parce que je trouve autant t'as été dur comparant à Barbara Emily, autant je vais quand même pas le lire une 3e fois. Il y a quand même quelques bons passages dans ce bouquin. On va sur Rhodia, donc c'est plutôt sympa. Il y a Luke qui découvre un nouveau sabre laser, donc du coup il en apprend plus. Il apprend des balbutiements de la force en déplaçant des objets. Toujours cette autre vision de la force que les Jedi, la mathématicienne qui a avec eux une cryptographe, va ouvrir un petit peu la pensée de Luke en lui proposant une vision différente du monde par les mathématiques, et donc du coup il va pouvoir découvrir encore un peu plus ses pouvoirs, et il va apprendre à déplacer des pattes dans son bol, grand moment du livre. Et au niveau du love interest, effectivement c'est un personnage qui est intéressant. Si on le replace dans le fait que c'était un roman de légende, il était évident que le personnage allait peu avoir de place puisque tout l'univers avait déjà été en place. Étant donné que là il était canon, c'est un petit peu dommage du coup, ce qui, sans trop spoiler, ce qui lui arriverait vers la fin. Faut quand même expliquer que du coup il ne soit plus là après. C'est un roman sur lequel je suis mitigé mais qui est vraiment oubliable. Je l'ai oublié la première fois. Je pense que la façon de Loïc que t'as de le lire par petits bouts, c'est peut-être une solution. Effectivement, je pense que c'est pas la peine. Je pense que ça permet de pas se dégoûter, tout simplement. C'est ça. C'est un bon roman, mais c'est pas extraordinaire. Et s'il avait été légende, je pense qu'on l'aurait vraiment passé à côté. Le fait qu'il soit canon, du coup, c'est un peu plus intéressant, mais c'est relativement oubliable. C'est pas mauvais, c'est oubliable. Alors, j'avoue que peut-être que si ce livre était sorti bien plus tôt, à l'époque où s'il y avait eu, on va dire, si ça avait plus été collé au premier livre VF sorti, ou peut-être même le premier livre canon sorti en attendant des autres, peut-être que c'est un livre que j'aurais lu d'une traite, quoi. Alors, il faut rappeler que c'était le 3e livre canon à sortir.
en VO. Oui. Donc il y avait plus d'intérêt encore à l'époque. Voilà, mais du coup maintenant c'est un peu embêtant parce que il est sorti quand même toute une palanquée d'autres livres, dont certains qui sont effectivement plus intéressants. Donc on peut aussi se poser la question sur, au final, est-ce par exemple, j'aurais préféré qu'ils nous sortent le roman Ahsoka et puis que peut-être on fasse encore l'impasse sur celui-ci. Oui. Voilà, mais maintenant s'ils le sortent pas maintenant, peut-être qu'ils vont jamais le sortir non plus. Oui, je pense que c'est effectivement ça. Moi, je comprends pas forcément les éditions Pocket sur le coup, et je vous conseille plutôt de lire le roman de Zahn sur Throne. Donc du coup, si on devait résumer un petit peu avant qu'on donne notre note et nos avis, on pourrait dire qu'en fait, l'intérêt principal de ce livre, c'est qu'il est canon, mais que finalement, c'est un canon un peu creux parce que c'est un canon qui est pas relié au reste. Donc il est c'est presque un ultimate quoi. Enfin. C'est un one shot un peu random quoi. Ouais, c'est ça. Je vous propose de donner vos notes. Et commence David, tiens. Niveau note, du coup, je pense que je mettrais 10, mais sans conviction. Loïc ? Je vais pas me permettre de le noter parce que ne l'ayant pas lu en entier, je pense que ce serait un peu négligent de le faire. Donc je vais m'arrêter là et puis quand s'il y a dans une autre occasion, une autre émission, j'ai l'occasion de le replacer parce que je l'ai fini, je n'omettrai pas de le mentionner. D'accord. Moi, du coup, comme je sais que je vais jamais y revenir, je vais quand même donner mon sentiment global. Je vais lui mettre un 9, c'est-à-dire pas la moyenne, voilà. Mais je relève quand même, comme dit David, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu dur en le comparant au roman de Barbara Humbley qui n'avait juste ni queue ni tête. Il est structuré, il a du sens, mais c'est juste que, peut-être parce que je deviens un vieux con et que j'ai lu tellement de romans Star Wars, j'ai plus l'enthousiasme et la fraîcheur de ma jeunesse, et du coup, voilà, je suis un peu plus raide dans ma notation, donc je lui mettrai 9. Et aussi parce qu'il apporte un peu moins d'informations. Ouais, et puis qu'il est pas cross-média du coup quoi. En fait, il est tout seul quoi. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est justement l'intérêt aujourd'hui du canon quoi. C'est d'intégrer tout ce qui se fait, tout ce qui avance. Et on sent clairement qu'il a été monté pour être dans le Légende à la base, avec les contraintes que David évoquait, un ancien univers Légende qui était déjà très fourni. Mais du coup, peut-être qu'on pourrait, pour finir sur une note peu positive sur ce livre, c'est que quelqu'un qui voudrait maintenant lire un bouquin qui n'a lu aucun autre, et celui-là, ça peut être presque une porte d'entrée parce qu'il a vraiment pas de connexion avec les autres. Et facile à lire. Je suis moyennement d'accord. Parce que si par exemple tu prends un roman comme Bloodline, il a sa seule connexion, c'est avec le réveil de la Force et les films finalement, éventuellement. Et finalement, pour une porte d'entrée, moi je préférerais que quelqu'un commence par Bloodline parce que justement, si tu veux, il a un intérêt. Alors que le gars qui a jamais, tu vois ce que je veux dire, jamais lu de roman, il va lire ce truc, il va se dire ça sert à rien, c'est pas intéressant. Alors que un roman qui a une connexion avec les films et qui apporte une plus-value, ça peut emmener le gars, si tu veux, à mon avis, dans l'univers littérature. Alors que là, ça pourrait un peu le bloquer en se disant mais ça sert à rien les livres Star Wars. Mais il l'appréciera peut-être d'autant plus que justement, il est facile à lire, alors que de toute façon, tu le compares à Bloodline, qui est un des meilleurs. Je sais que Loïc va pas être d'accord, mais non, pas forcément. Oui. Mais je pense que si on n'a rien lu avant, on va plus l'apprécier que maintenant que nous qui avons lu beaucoup de choses, on le trouve creux. Mais bon. Deux avis. Les auditeurs du coup suivront l'un de nos avis et puis voilà. On passe du coup sur un roman qui va nous mettre un peu plus d'accord et qui va finir un peu plus en beauté, qui est édité chez PKJ justement, les Pocket Junior, et qui se base à nouveau sur l'univers de Rogue One puisqu'il est là pour traiter des gardiens des Whills. Donc c'est le couple tandem, on va dire plutôt, duo de personnages un peu badass de Rogue One, qui sont Chirrut Imwe et Bez Malbius, et on les suit justement ces deux personnages sur Jedha. Donc c'est écrit par Greg Rucka, donc quelqu'un qui nous a fait plutôt du bon boulot sur certaines séries. Il avait fait Les Ruines de l'Empire et il avait également fait le roman Avant le réveil de la Force, qui était 3 romans tranches de vie sur le nouveau Big Three de Star Wars, dans la postlogie, à savoir Finn, Rey et Poe. À nouveau, c'est un roman plutôt tranche de vie, c'est-à-dire sans grands enjeux, où on va suivre donc ces deux personnages, juste pour ceux qui visualiseraient pas, donc ce sont les deux personnages asiatiques du casting, et qui ont été plutôt appréciés par leur côté un petit peu badass, et l'alternative que présentaient les gardiens des Whills ou Jedi. D'ailleurs, ça c'est assez bien expliqué dans le contexte, à savoir que on joue un peu sur la fameuse tirade de l'œuf ou de la poule qui était là le premier. Il y a tout un débat sur les historiens qui est très intéressant dans la contextualisation,
où on essaye de savoir, voilà, est-ce que ce sont les Jedi qui se sont inspirés des Whills ou est-ce que c'est l'inverse. Donc il y a ces théories qui sont expliquées. On sent bien la place de cette pseudo-religion, on pourrait dire, au sein de Jedi et même de l'univers Star Wars en général. Et j'ai trouvé que toute cette contextualisation, notamment dans leurs rites, etc., était super intéressante parce que on rentre justement dans cet aspect tranche de vie et cet aspect réalité, quoi, qui nous fait toucher quelque chose qu'on croirait presque vrai, en fait. Et là, c'est assez intéressant. La complexité des personnages est assez bonne, notamment, on voit que Baze, effectivement, c'était aussi un gardien des Whills, qui a, un peu comme Luke, qui s'est coupé à sa religion, et ça, c'est assez intéressant. Et puis, on les voit avoir des connexions. Alors, je sais que vous allez avoir des petites nuances sur cet intérêt avec, justement, le groupe de notre terroriste préféré, Saw Gerrera, et d'autres personnages d'ailleurs qui étaient plus vraiment en troisième zone, on va dire, dans Rogue One. On les voit juste vite fait ou dans les guides visuels, et c'est assez intéressant justement de les voir interagir ensemble. Moi, j'ai trouvé ça bien. Et on suit aussi, toujours dans l'aspect tranche de vie, ces personnages avec notamment une espèce de finalité dans leur vie et un lien assez humain avec l'orphelinat. Et puis, on voit qu'ils essayent de sauver ce qu'il y a à sauver. Et je sais pas, moi, ça m'a touché. Cette histoire m'a touché, même si effectivement, elle n'a aucun impact, on va dire, sur l'aspect épique de Star Wars ou la grande ligne rouge des histoires. Mais je trouve que c'est une bonne contextualisation et une bonne immersion dans ce que c'est que Jedi et que les Whills et que ces personnages-là. Voilà, donc moi je suis plutôt enjoué. Je vous laisse rebondir sur tout ce que j'ai pu dire. Je suis assez d'accord avec toi parce que on a un roman un peu basique, c'est-à-dire qu'il se passe pas énormément de choses. Mais on a deux personnages qui sont attachants. Je les ai trouvés vraiment bien retranscrits, c'est-à-dire que à la lecture, j'avais vraiment l'impression de retrouver les caractères des deux personnages de Rogue One. À la fois, en plus, on est temporellement parlant, même si c'est pas très explicite, on sent qu'on est quand même pas très longtemps avant. Ce qui est pour moi pas mal, c'est qu'on a découvert en fait que les gardiens des Whills, dans leur globalité, enfin en tout cas on peut le déduire, sont réceptifs et utilisent la force sans être des Jedi, et que Baze en fait l'était aussi, tout comme Chirrut, comme on le voit dans le film, sauf que lui s'étant fermé à la force après tout ce qui s'est passé, il ne peut plus, enfin il n'écoute plus la force et la force ne lui parle plus, donc il n'a plus les capacités de l'utiliser comme le fait Chirrut, comme on le voit dans le film. Donc ça, c'est vraiment le côté pas mal. J'ai bien aimé, on ressent un peu la vie de Jedha, cette vie un peu, cette... poussiéreuse. Ouais, poussiéreuse. Ouais, c'est vraiment le bon mot. On sent un peu cette ambiance pesante et à la fois, vraiment, on a l'impression d'être dans une guerre dans le désert avec une occupation. C'était vraiment bien retranscrit. Je trouve que, à nouveau, Ruka, c'est vrai qu'on l'avait déjà dit avant le réveil, où on avait été relativement plongé dans l'ambiance, et quand on lisait le livre, on avait l'impression d'être avec les personnages. Bah là, à la fois, j'ai ressenti un peu la même chose. Moi, j'ai un tout petit détail, quelque chose qui m'a chiffonné pendant la lecture, c'est qu'en fait, Chirrut et Baze, dans le film, rencontrent Saw Gerrera, mais ils ne le voient pas, parce qu'il apparaît dans le noir, donc à la rigueur, ça va. Bon, Chirrut, c'est normal qu'il le voit pas. Oui, Chirrut, c'est normal qu'il le voit pas, mais oui. Non, on va dire que c'est plutôt que Saw Gerrera ne peut pas être vu. Voilà. Par contre, ils ont des interactions avec la bande de Saw, c'est-à-dire le frère de Bib Fortuna, etc., etc. Les autres, donc les personnages de troisième zone que tu décrivais, Thomas. Et ça me pose un tout petit souci. Alors je sais, c'est pas beaucoup, c'est pas très grave, avec Rogue One, avec le film directement, puisque dans le film, je sais, ça peut être très bien dans des scènes coupées, mais il pourrait très bien, je sais pas, il y aurait pu avoir un lien. Alors, voilà, le livre a été écrit après, mais il n'y a pas d'interaction entre Chirrut, Baze et la bande de Saw, ni au moment de leur enlèvement, ni au moment de leur emprisonnement. Donc moi, ça me pose quand même un petit problème, parce qu'ils sont censés se connaître, s'être vus plusieurs fois pendant plusieurs mois, et c'est pas adressé dans le film. Alors ça peut très bien être hors champ, ça peut très bien être pendant la scène où il y a Jyn, mais du coup moi ça me tique un peu, ça me chiffonne un petit peu. C'est pas grave, parce que ça ne me gâche pas la lecture globale du roman. J'ai bien aimé notamment la scène, parce qu'ils doivent donc voler une navette, et j'ai bien aimé le plan pour la navette, le fait que les habitants de Jedha se dressent un peu, qu'il y a une espèce de procession presque anti-impériale quelque part, puisqu'ils sentent quelque chose.
Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Et dans le roman Catalyst, je crois... Attends. Non, dans le roman de Rogue One. Ouais, c'était dans le roman de Rogue One. Au moment où l'étoile de la mort tire sur Jeddah, il y a un petit chapitre avec plusieurs personnages de Jeddah, notamment un couple de parents avec leur enfant ou une vieille personne, etc. Et en fait, on les suit au moment de leur mort, au moment où l'explosion va le souffle de l'explosion va les toucher. Et ça rajoute encore, je trouve, une couche d'émotion à tout ça, parce que voilà, quand on a lu ce roman, on peut lier les deux, en dire ces gens qui sont morts dans le roman de Rogue One, ils étaient là dans la ruelle, et puis ça leur rajoute quelque part un petit peu une véracité, et j'ai trouvé que vraiment c'était bien fait, quoi. Sur ce que tu viens de dire, Loïc, la petite fille qui est sauvée par Jean par rapport au char, c'est bien cette petite fille là. Oui, c'est ça, c'est la petite fille qui est sauvée par Jean. Oui, voilà, c'est ça. On était un peu attaché à cette petite fille, on l'a vue à l'écran. C'est ça, parce qu'en plus pour le coup on l'avait vraiment vue quand on l'a dans le roman de Rogue One. On se doute que c'est elle, et puis elle meurt, et puis c'est triste. Donc ouais, c'est pas évident. Et là du coup je trouve que on a la même chose dans ce roman. Ça rajoute de la consistance, ça donne presque vraiment l'impression que ces personnages existent et sont vivants, même si on sait bien que c'est pas le cas, quoi. Exactement. Et moi je trouve que c'est vraiment, Greg Rucka, il nous fait un roman qui est très facile à lire. Ça c'est pareil, c'est très agréable, c'est très court. Là j'aurais pu le lire 3 fois. Qui est très très orienté sur les personnages, et je trouve que c'est là où toute la force du truc, c'est sur les personnages. Et moi, comme j'ai beaucoup aimé ces 2 personnages, j'ai adoré. Pour ceux qui veulent savoir tous les petits détails, on apprend comment Baze récupère son fameux canon, qui n'était donc pas un... Oui, et ça, j'ai trouvé que c'était une super scène aussi. Voilà, exactement. Moi, franchement, je sais pas Loïc, mais je suis sûr qu'une petite tasse de tétarine te ferait plaisir. Oh évidemment. Parce que ça a l'air bon. Bio, hein. Tétarine bio pour lui. Parce qu'apparemment c'est dégueulasse, mais ça doit être bon. Mais après, je pourrais goûter tout ce qui est réellement de l'univers Star Wars, pourquoi pas. Même le pain qui gonfle avec l'eau. Ouais. Exactement. Donc voilà, moi je trouve que c'est normal que ce soit en PKJ. Il y a vraiment un intérêt. Moi je conseille de le lire. Là pour le coup, c'est aussi très facile à lire. Bon point d'entrée, puisque suivi d'avoir vu Rogue One, on s'amuse bien. Oui, c'est très bien. Alors ça se lit quand même vite parce que c'est un PKJ, et les PKJ, on sait bien que on aime ce côté rapide, facile de lecture, et pourtant donc c'est accessible, mais c'est pas non plus un livre, c'est pas la bibliothèque verte, quoi. Non. Et en plus, je trouve que PKJ, les formats sont très agréables, ils sont très jolis, oui. Ils ont du relief, ils sont de grande taille, c'est écrit et tout, donc c'est super agréable, même physiquement, quoi. Le produit est très agréable. Et quand tu vois des fois les pockets classiques, la taille qu'ils font, l'épaisseur des pages, je trouve que c'est beaucoup moins agréable. Alors, même la qualité de la couverture qui tient mieux sur la durée, quoi. Exactement. Moi je les couvre, mais je suis d'accord avec toi. Dans l'édition française, il y a des images aussi, parce que dans l'édition VO, il y en avait à l'intérieur du livre. Ah non, je crois pas. Il y en avait. Tu me mets le doute, mais non. Dans certains PKJ, il y en a. Dans celui-là, en édition VO, il y a 5-6 images au minimum. Avant le réveil, il y avait des images. C'est pour ça que je pense qu'il y a côté Greg Rucka. On voudrait presque en voir l'adaptation en BD. Alors, ce qui est marrant avec ce roman, c'est que moi, les critiques que j'en avais lues avant de l'attaquer, c'était des critiques plutôt négatives, où les mecs disaient « Ouais, ça sert à rien, on nous parle de tétarine, etc. C'est anecdotique, on s'en fout. » Alors que moi, c'est justement l'inverse. C'est ces petits détails qui, pour moi, ont été source de richesse pour le bouquin, un petit peu comme tu sais ces espèces de scènes qu'on voit dans Star Wars, genre dans une cantina où il y a plein de petits détails qui se passent partout autour, et tu peux t'amuser à essayer de rentrer dans les détails, à t'imaginer un petit peu les liens entre les personnages et vraiment leur vie, comment ils la vivent au quotidien, et c'est ça que je trouve cool. Vraiment, c'était vraiment le gros bonus. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir à chaque roman, alors je sais qu'on vient un peu de cracher sur le roman d'avant en disant que finalement il n'apportait pas grand chose, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir à chaque roman ou chaque comics quelque chose qui révolutionne l'univers? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que l'important, c'est aussi parfois de passer un bon moment dans une histoire qui n'est... Alors évidemment, c'est sûr que si d'être immergé, quoi. Voilà, mais si on passe que un bon moment, comment dire, s'il n'y a pas d'implication, mais qu'en plus c'est mal écrit, ça aide pas. Voilà. Là, on n'a pas d'application, mais c'est bien écrit, donc on passe un bon moment, et ça fait que du coup, on garde
un souvenir positif de la lecture. Et surtout, c'est immersif, c'est ça qui est cool. On a failli oublier, il y a plein d'inter-chapitres qui sont des extraits de livres ou de textes Jedi ou Arcite. Ça, c'est très intéressant aussi. Il y a quelques textes qui venaient de l'univers Légende et qui sont réintégrés grâce à ce roman dans l'univers canon. Oui, je crois que tu veux parler du code des Jedi, c'est ça? Ou c'est le code des Sith, je ne sais plus. Du code des Jedi et du code des Sith. Oui, voilà. Ouais. Donc, moi, je serais assez intéressé par quelque chose qui tournerait autour des gardiens des Whills, mais vraiment de l'origine, en fait, peut-être de ce peuple qui a pour la première fois réussi à manier la Force. Ou pas, et secrètement, je garde l'espoir qu'en fait les Jedi soient dérivés des Whills, mais qu'ils se soient un petit peu appropriés des savoirs qui ne leur appartenaient pas et qu'ils ont ensuite tenté de verrouiller pour pouvoir avoir une certaine emprise sur la galaxie, quand bien même c'était pour la protéger. Et j'aimerais vraiment beaucoup que Disney parte un peu sur cette pente-là et nous fasse ça pour le futur des époques de Star Wars. De toute façon, je pense qu'ils sont partis comme ça, Loïc. Hein. Quand tu vois, rien que les Chevaliers de Rennes, c'est autre chose que les Sith, donc il doit y avoir plein de courants de la Force, et je pense qu'ils sont clairement partis là-dedans, et à mon avis, on va de surprise en surprise. Oui, mais vraiment, quand je dis, c'est vraiment la volonté que on nous présente un peu les Jedi. J'aimerais vraiment qu'on nous présente les Jedi à l'origine comme étant des voleurs, pas mal intentionnés, mais voleurs qui se sont appropriés quelque chose qui ne leur appartenait pas forcément. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Et oublions pas que le mot Whills était déjà dans le premier script de Star Wars, par George Lucas. Oui. Belle métaphore, donc. On passe aux notes, messieurs ? Pour moi, ça sera un bon 16. Oui, je pense que j'irai même sur 17. Ah oui, d'accord. Moi j'aurais mis un 14, quoi, modestement. Donc, on doit être à 15,5, quoi, à peu près. Donc, écoutez, messieurs, je crois que nous avons fini de faire les critiques des dernières actus, même si elles sont plus très fraîches. Là, les prochaines sorties, on a le nouveau crossover entre Afra et Star Wars qui est sorti. Il fera partie certainement de nos prochaines critiques. On aura sûrement un comics sur Afra également qui est prochainement. Et puis le prochain Podamron. Donc je pense que tout ça fera partie de notre prochaine mission, on va dire, dans Star Wars Direct Littérature. Loïc, comment est-ce qu'on peut te rejoindre ? Sur Twitter à @LordofTheSith1 et puis régulièrement dans les commentaires des émissions de Star Wars en direct, bien sûr. Quant à toi, David ? Moi, je conseille d'aller sur les commentaires de Star Wars en direct. Très bien. Eh bien, moi, ce sera à l'usager Tom & Roses sur Facebook. Et puis on va remercier nos partenaires, siteclan.net, lintinbox.net, starwarsolonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, makingstarwarsfrance.net, Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc de la part de Loïc, David et moi-même, merci d'avoir été l'écoute de Star Wars en direct littérature, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.